revoilà donc avec Valamir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation au sommaire de cette seconde édition de la grande interview pour la TV l'Humanity. Dans cette interview un peu spéciale car elle ne comportera qu'une seule partie contre 3 les dernières fois, je questionnerai sur ce qui fait ton actualité, de la Mandelsi à ton poste dans le Haut Conseil, sur lié bien évidemment les JO de 2016. Et vous pourrez, vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs, réagir tout le long de cette interview avec le hashtag LGI sur Squirrel. C'est parti, on commence donc avec déjà ce qui avait ouvert la précédente édition, car avant qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, qui es-tu, Valamir? On croit te connaître, mais comment toi-même tu pourrais te définir? On commence tout de suite avec Valamir, vu par Valamir. Alors, mais d'abord, merci de m'avoir invité à cette émission. Je trouve que c'est quand même un exercice assez difficile d'avoir à se présenter, donc je vais essayer de le faire de manière assez concise quand même, tout en me présentant quand même assez bien. Donc moi, IRL, je m'appelle Valentin, bon comme l'atteste un petit peu mon prénom. Je suis né en 95, donc j'ai 20 ans, et je suis actuellement étudiant à Tours, au sein d'un département de Polytech Tours qui est de près, enfin qui est bien lié en fait à toutes les notions d'urbanisme, ce qui explique aussi pourquoi je suis sur le forum de Génération City. Voilà. Euh, Concernant GC, eh bien, j'ai commencé comme tout le monde, on va dire, en présentant mes villes sur le forum. Et à l'époque, c'était juste CitiesXL 2009 et le jeu venait de sortir, donc c'était tout début 2010. Ma première ville s'appelait Tours, et puis bon, c'était, si je peux ressortir des images, c'était vraiment pas terrible, on peut dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, je me suis un petit peu investi au sein du monde GC avec un premier pays, les Vanois, pour ceux qui s'en souviennent. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup encore sur le forum pardon, qui s'en souviennent. Puis après, je me suis un petit peu investi au sein du Haut Conseil. J'ai été source de pas mal d'idées, notamment l'Institut d'Histoire aussi. J'ai fait participer à pas mal de choses comme la cérémonie, comme plutôt l'exposition universelle. Quoi d'autre? Les JC, pas JC Race, mais le concours de voile de GC. Enfin voilà, pas mal de choses au final. Et puis, bon, je pense avoir à peu près fait le tour de la question. On commence avec la Mandelsi, ton pays le plus pauvre du monde GC, avec ses 92 millions d'habitants. Est-ce que là maintenant, très simplement, tu pourrais nous le présenter rapidement, même si on sait que tu as déjà fait notamment des vidéos sur ta chaîne YouTube, on en reparlera plus tard, mais pour essayer de le présenter de manière assez simple et ludique. Alors, quand j'ai voulu faire la Mandélésie, j'ai voulu d'abord me démarquer de tous les autres pays du monde GC. Et pour ça, en fait, j'ai fait le pays le plus pauvre du monde, et je pense que c'est quand même un pays qui est assez unique en son genre par rapport à tous les autres pays du monde GC. Donc voilà comment je pourrais le présenter en quelques mots. Et justement, qu'est-ce qui t'a motivé pour faire un pays comme ça, particulièrement pauvre, même le plus pauvre du monde GC? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce type de pays? Eh ben, je trouvais le monde GC un petit peu trop idéaliste, en fait, où tous les pays étaient surdéveloppés, tout le monde était le plus puissant, et j'ai voulu casser vraiment cette dimension là et puis repartir sur un truc qui était vraiment complètement différent de ce que tout le monde faisait. Et bon, je pense que pour le moment, c'est quand même assez réussi, même si c'est vrai que le pays a pas mal d'imperfections, notamment dans sa présentation qui n'est pas du tout terminée. Puis bon, il y a pas mal d'autres choses qui vont pas forcément tout à fait bien sur ce pays-là, mais dans l'idée, ouais, voilà, c'était vraiment pour me démarquer des autres. Tu as lancé l'année dernière un grand plan ambitieux de réforme, le plan EDEM. Alors justement, où en est-il aujourd'hui très concrètement? Alors ce plan est en cours d'exécution. Comme je veux ce pays assez réaliste, eh bien ça va mettre beaucoup de temps. Puis ça correspond bien aussi à mes disponibilités que j'ai pour le monde GC. Donc ouais, c'est un plan qui est en cours, que je mets au fil du temps peu à peu en place, notamment avec c'est la constitution de la République, enfin des choses comme ça. Et bon voilà, ça va prendre du temps, mais ça va se mettre en place au fur et à mesure. Et il n'y aura pas, je pense, voilà, d'ici les JO, en fait, ça va peu à peu se mettre en place et on aura peut-être des élections d'ici les Jeux Olympiques, de sorte à avoir une belle situation pour la Mandélésie lors des Jeux Olympiques.
Justement, quelles seront les prochaines grandes étapes pour la Mandelsi? Alors, quelles sont les différentes étapes? Je dirais que la première étape, ça va être des élections municipales qui auront lieu entre maintenant, là, aujourd'hui, où nous enregistrons cette interview, et les Jeux Olympiques. C'est sûr, il y aura des élections municipales d'ici là. Normalement, il était prévu par l'Assemblée de faire d'autres élections durant l'année 2016. Après, est-ce que le calendrier sera respecté? Je ne sais pas. Certainement des élections plutôt à l'échelle des super départements qui ont été créés lors de la réforme territoriale, et peut-être une élection à l'échelle de l'État, voire même à l'échelle du continent tout entier pour désigner des sortes de députés océaniens. Voilà, donc ça, c'est un peu les grandes étapes politiques à venir. Il y a surtout, et en termes sportifs et surtout événementiels, les Jeux Olympiques qui vont arriver très bientôt. Et ça va vraiment être un temps fort de cette année 2016 en Mandelsie. Et puis, bah, d'autres étapes diplomatiques et économiques, peut-être. Je ne sais pas trop ce qui se passera cet été, notamment. Voilà. Le plan EDM signait également la fin de la monarchie en Mandelsi avec le lancement de la Première République. Mais aujourd'hui, très concrètement, qui dirige la Mandelsi? Alors, c'est une question passablement compliquée, puisque Ah, aujourd'hui, on peut considérer que la Mandelsie n'a pas de dirigeant. En revanche, le pays, voilà, n'est pas non plus livré à lui-même et il a quelqu'un à sa tête qui l'administre et qui gère les affaires quotidiennes. Alors, il n'y a pas, non pas, en fait, il n'y a pas une personne, il y en a plusieurs. Il y a Justine de Salami qui est chargée, elle, comment dire, de représenter la Mandelsie à l'étranger et de gérer quelques affaires courantes des plus banales en fait. Et ensuite, il y a le Parlement, ou plutôt l'Assemblée constituante, qui elle gère les affaires un petit peu plus compliquées et qui donne son accord sur les actions qu'entreprend Justine de Salami pour la gestion du pays. Donc voilà, c'est une situation qui est vraiment complexe, mais qui est juste transitoire entre la fin de la monarchie et la future république, voilà, va bientôt fonctionner. tu parlais des relations extérieures donc avec Justine de Salami, mais justement la Mandelsi a signé l'année dernière un grand traité d'échange économique et de coopération avec l'Union philippienne. Pour ce pays très différent de ceux philiciens notamment, quelle est la portée symbolique de cet accord? Alors, avant tout, cet accord marque une ouverture sur le monde de la Mandelsie, puisque bon, c'est vrai que depuis 2013, depuis que l'ancien roi a entamé cette ouverture, on sent que le pays veut aller vers les autres, mais n'a pas vraiment mis cette pratique en pratique, en fait, n'a pas fait quelque chose de concret en faveur de cette pratique. Et cet accord, le premier du genre, marque vraiment cette ouverture sur le monde, également avec un nouveau continent qui était jusque-là complètement inconnu de la Montésie, donc l'Union philippienne, avec qui la Montésie avait quand même eu très peu de relations auparavant. En accord avec le Pittsburgh, mais là c'est vraiment plus proche de la Montésie, donc c'est pas moins symbolique, c'est tout aussi symbolique, mais c'est peut-être un petit peu différent quand même. Et puis c'est vraiment les accords avec l'UP qui marquent cette ouverture sur le. À part l'UP et le Pittsburgh, est-ce que la Vendée aussi compte dans les prochains mois s'ouvrir vers d'autres pays? Oui, c'est possible que la Montésie s'ouvre sur d'autres pays, sachant que la Montésie va quand même se concentrer sur son environnement proche, c'est-à-dire le Pittsburgh, l'Empire canadien, qui sont des partenaires privilégiés parce qu'ils sont proches, mais pourquoi pas aussi essayer de traiter avec des partenaires volcaniens ou encore de l'Orinéa ou de la Sylvania, peu importe. Enfin, voilà, je pense que la Montésie n'est pas fermée à tout traité, à tout accord commercial avec un autre pays du monde. Toujours dans l'ouverture de la Mandelsi sur le monde, mais d'un côté plus culturel cette fois. Est-ce que le pays participera cette année encore aux Philisions? J'y participera aux fusions avec peut-être une candidature peut-être un petit peu plus sérieuse que l'an passé. Je pense que le comité qui a décidé du participant de l'année précédente n'avait pas mûrement réfléchi sa candidature et cette année, la candidature devrait être un petit peu plus réfléchie quand même.
Juste pour le rappeler, l'année dernière, la Mandelsi avait pris la chanson de René Lataupe pour la représenter au concours mondial de chansons du monde GC. On passe tout de suite à la seconde partie, toujours dans le cadre du RP, avec notamment le retour assez discret, il y a déjà un petit moment, d'ONP, Oceania Newspaper. On s'en souvient tous, c'était un moment, ça avait été véritablement l'un des géants, des conglomérats, des médias avec des rachats à tout va. On l'a vu là dernièrement faire quelques éditions. Est-ce qu'on peut parler d'un redémarrage de l'entreprise célèbre? Alors cette entreprise, comment dire, c'est une entreprise qui est en difficulté actuellement, parce que bon, comme vous le savez, elle a connu une sorte de crise économique à la fin de l'année 2014. Et l'entreprise a réussi à se rebâtir sur elle-même, mais n'a pas sa gloire qu'elle avait il y a 2 ans. Et donc, pour ce qui est des publications, eh bien, ONP va continuer à publier, pas à une fréquence très régulière, comme peuvent l'attester les différentes publications faites jusqu'ici, mais plutôt donc, à une fréquence donc, du coup très irrégulière et surtout pour l'information locale, qui se veut donc surtout au niveau de la Mandelsi, du Pittsburgh, puisque ONP est d'abord un média du Pittsburgh, et plus généralement de l'Océania. Donc voilà, l'information va surtout être plutôt locale et concentrée sur le continent océanien. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin des grandes éditions internationales qu'on avait pu voir par le passé sur par exemple l'actualité phénicienne ou orinéenne? Ah oui, donc les éditions internationales, oui, non, c'est pas fini, mais il va y en avoir beaucoup moins. Ça, c'est sûr. Peut-être que sur des faits très importants ou sur du dossier antipathique, ONP fera des articles, des dossiers justement, mais pas forcément sur l'actualité de tous les jours au niveau international. Comment ça, par exemple, aurais-tu justement des exemples d'événements qui pourraient être traités par ONP, même s'ils sont plus internationaux? Par exemple, la crise que traverse actuellement le Polaro, je ne pense pas que ONP en parlera. Ce n'est pas parce que le journal ne veut pas en parler, c'est que le journal n'a plus les moyens d'avoir des journalistes partout dans le monde, et donc l'actualité va se concentrer en fait sur l'Océania, bien que c'est pas exclu évidemment de parler de l'actualité internationale. ONP pourra parler peut-être de la crise que traverse le Polaro actuellement, si cela l'intéresse. L'autre gros dossier mondelsien de cette année porte évidemment sur les Jeux Olympiques de 2016 du 25 juin au 17 juillet prochain. C'est la ville de Thèbes, donc en Mondelsie, qui accueillera les toutes premières Olympiades modernes du monde GC. Les premières Olympiades auront donc lieu dans le pays le plus pauvre de ce monde. Alors justement, quelle vision cette partie unique dans le monde GC peut apporter à ces toutes premières Olympiades qui, elles aussi, sont uniques? Alors qu'est-ce que peut apporter Thaï aux Jeux olympiques? C'est une très bonne question. Thaï, c'est une ancienne capitale déjà, donc d'un point de vue de la culture, pour les personnes qui vont venir voir ces jeux, ça va être pour eux vraiment un choc culturel. Après, d'un point de vue de l'organisation, eh bien, Thaï va essayer de faire comme ce qu'on attend en fait des Jeux olympiques, les faire au mieux et essayer de satisfaire tout le monde. Je pense d'ores et déjà que tous les événements prévus durant les Jeux olympiques vont en ce sens et feront de ces premiers Jeux olympiques une véritable fête et un véritable événement d'importance à l'échelle de tout le monde GC. Lors de l'évaluation de son dossier, le CIO avait pointé plusieurs points qu'il jugeait insuffisants dans la candidature. C'était notamment le point des transports et de l'accessibilité de ces deux îles un peu trop isolées au goût du CIO. Quelles solutions ont été trouvées ou sont peut-être même déjà mises en place pour remédier à ces problèmes pointés du doigt par le CIO? Alors oui, quelques petites choses ont été déjà réfléchies. Elles seront mises en place très rapidement afin de compléter en fait le site olympique qui avance à bons pas et qui sera terminé au 1er juin prochain.
comme toutes les infrastructures liées aux Jeux Olympiques d'ailleurs. Alors, concernant notamment les transports et le fait que ce soit une île, le comité avait peur pour, notamment s'il y avait besoin d'évacuer ces îles en cas d'un problème majeur. Eh bien, la ville de Teyde, avec tout le comité d'organisation des Jeux Olympiques, a décidé de mettre en place de grands navires d'évacuation en cas de problème. Ils seront disponibles très facilement. Tout a été réfléchi pour que cela se passe au mieux. En ce qui concerne ensuite, il y avait aussi une crainte quant aux mobilités au sein du site olympique. Le comité jugeait que que le réseau de métro était peut-être un petit peu juste. Eh bien, la ville de Teyde a réfléchi à 2 mesures concrètes pour pallier à ça. La première, qui est peut-être un petit peu un argument touristique, si vous voulez, est la mise en place de sortes de bus calèches assez grands, si vous voulez, qui serait capable d'accueillir entre 30 et 50 passagers par bus calèche. Vous savez, la Monténésie est le pays du cheval, et du coup, nous voulons aussi mettre cette dimension-là en avant lors des Jeux Olympiques. La deuxième mesure, un petit peu différente, c'est aussi la mise en place de navettes fluviales, navettes plutôt sur la mer, puisque là, on se trouve pas sur le fleuve, mais sur la mer, au niveau de Teyde, mais de navettes sous forme de bateaux entre les différentes îles et les différents sites des Jeux Olympiques. Avec cela, je pense que le site olympique devrait être suffisamment accessible et les déplacements suffisamment aisés au sein de celui-ci. Je t'ai déjà demandé quelle était ta vision pour ces JO-là, mais maintenant, quelles sont tes attentes? Qu'attend l'État mandelsien de ces JO? Par exemple, quelles retombées économiques, médiatiques, culturelles? Sur quel point particulièrement l'État mandelsien sera attentif pour décréter si oui ou non ces JO sont réussis? Alors, les retombées culturelles pour la Monténésie vont être énormes, les retombées médiatiques aussi, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Monténésie, c'est un pays qui est très peu ouvert sur le monde, et ces Jeux Olympiques vont vraiment dans ce sens d'ouverture. Accueillir le monde pour les Jeux Olympiques, c'est vraiment une chose fabuleuse. Donc là-dessus, le pays s'y retrouve complètement et fait parler de lui, s'ouvre vraiment sur le monde, et là-dessus, c'est vraiment, vraiment bien pour le pays. D'un point de vue économique, eh bien, les retombées seront assez grande, je pense, puisque les gens qui vont venir assister aux Jeux Olympiques vont aussi vouloir certainement découvrir ce pays inconnu de tous. Et là-dessus, ça aussi, c'est vraiment bien pour faire parler de la Monténésie et pour la faire mieux connaître à tous les autres pays du monde aussi. Et enfin, les attentes vraiment du pays face à ces jeux, c'est surtout, le pays souhaite surtout que ces jeux se déroulent pour le mieux. Et pour cela, évidemment, une sécurité assez renforcée sera mise. La Monténésie, c'est pas non plus un pays tout à fait rose, il a connu par le passé beaucoup de périodes de troubles, et donc l'État, représenté par l'Assemblée constituante, va tout faire pour que ces jeux se déroulent au mieux et dans les meilleures conditions. On a entendu pendant un moment, notamment via ONP, parler d'apparition d'un vaisseau fantôme dans la baie de Teyde. Avons-nous aujourd'hui plus d'éléments sur cet événement qui pourrait presque paraître amusant, mais qui néanmoins peut poser des problèmes de sécurité? Ça n'a pas encore été élucidé, si on peut appeler ça une crise. Ces vaisseaux n'ont pas réapparu depuis, donc c'était au mois de décembre, janvier. Nous espérons, la Monténésie, l'État n'a pas plus d'informations sur le sujet. Il n'y a pas eu de dégâts à déplorer vraiment de la part de ces vaisseaux-là, mais ils sont en tout cas activement recherchés, et ce qui est assez étrange, c'est que des bateaux d'une si grande ampleur puissent apparaître et disparaître comme ça sans que personne ne puisse les contrôler. Pour rappel, c'est quand même, d'après ce que les personnes ont vu, d'après ce que les autorités ont vu, ce sont des bateaux qui font plus de 300 mètres et qui semblent vraiment très armés et très puissants. C'est quand même assez inquiétant, mais ça sera assez... Justement, devons-nous craindre pour la sécurité des Jeux de savoir justement que des autorités mandelsiennes n'ont pas été dans la capacité de retrouver quasiment des paquebots, des géants des mers? Et pourtant, non, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre vraiment, parce que ces bateaux n'ont jamais été offensifs par rapport aux populations monténésiennes.
Donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Mandelsi, par le biais de l'Oceania Corp, donc vous savez que l'armée mandélienne fait partie de l'Oceania Corp, qui est une sorte de groupement des armées du Pittsburgh et de la Mandelsi. Donc l'Oceania Corp va mettre tout ce qui est dans son pouvoir pour retrouver ces bateaux avant les Jeux Olympiques. Et j'espère que des informations seront livrées rapidement au sujet de ces navires. Voilà, pour rassurer la population et montrer quand même que nos armées sont performantes. Valamir, tu fais aussi partie du Haut Conseil, dont tu as d'ailleurs la présidence. Ça fait de longs mois justement que tu y es, on ne voit pas d'ailleurs pourquoi ça s'arrêterait, mais peux-tu déjà dresser un, entre guillemets, bilan de tout ce que vous avez pu faire au sein même du Haut Conseil, qui est un peu le cœur du monde GC? Alors quel bilan faire? C'est assez compliqué. Je suis assez mitigé peut-être sur ce bilan. La première chose, c'est que bon voilà, on essaye tous ensemble avec tout le Haut Conseil, hein, c'est pas un travail personnel, loin de là, c'est vraiment tout le Haut Conseil ensemble qui travaille, de faire au mieux pour faire avancer le monde de GC. Mes regrets, c'est que c'est assez difficile dans la mesure où nous n'avons pas le contrôle sur sur tous les organes en fait du monde GC, hein. Le site nous échappe beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer ces mises à jour et tout ça, et je pense que ça nous ralentit pas mal. C'est à mon sens, le plus grand regret que j'ai. Sinon, un autre regret peut-être aussi, c'est que les différentes institutions du monde GC ne soient pas plus exploitées que ça. Et puis enfin, peut-être aussi le temps que j'y accorde, moi, n'est pas forcément si énorme que ça, et donc forcément, ça avance moins vite que ce que j'espère. En tout cas, c'est une super expérience, et je trouve que ce projet-là du Monde GC, que l'on mène avec tous les membres du forum, y participant bien sûr, est vraiment un superbe projet et qu'il faut qu'on continue tous à le tenir en vie en fait. Que veux-tu dire quand tu parles d'une partie des instituts qui ne seraient pas assez exploités? Un institut, si on peut résumer son cycle de vie, en général, on a eu tous beaucoup d'idées sur la création d'instituts. Certains ont abouti, d'autres non. Lorsqu'ils aboutissent, les instituts sont très très actifs lors des premières semaines, et encore, des fois, ça ne se vérifie pas forcément. Et puis peu à peu, leur intérêt diminue au fur et à mesure du temps, essentiellement pour des problèmes logistiques, puisque on a tous assez peu de temps au final à consacrer à ça, et du coup, ça se ressent sur la vie des instituts qui sont moins actifs, et au fur et à mesure, ils sont un peu oubliés de tout le monde, bien que parfois certains ressurgissent, hein. Ce fut le cas notamment des fois de l'Institut d'histoire virtuelle, avec la tentative d'instaurer une histoire commune sur la guerre GCN. L'Académie des sciences un petit peu aussi. Il y a l'Institut des Dom-Tom qui est quand même, lui, pour le coup, assez actif, même si c'est vrai qu'il pourrait l'être encore plus. Mais là, c'est pas toujours pareil, hein. C'est vraiment l'investissement de tous les membres du forum. Mais oui, voilà, je pense que voilà comment je pourrais approfondir un peu ma pensée là-dessus. Justement, tu en parlais de l'Académie GCN des sciences. C'est toi qui en étais à l'origine il y a déjà un bon bout de temps. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui que cette partie de l'Institut d'histoire est un peu tombée dans l'oubli. Quel bilan pourrais-tu tout de même faire de ce grand projet que tu avais mené à une certaine époque? Tirer un bilan, je trouve que le concept que nous avons mis en place, parce que je suis pas arrivé tout seul, j'ai certes eu quelques idées au départ, mais voilà, c'est vraiment encore là un travail de groupe. Le bilan est assez positif dans l'ensemble, même si bon, c'est comme tous les autres instituts, aujourd'hui il n'est plus actif du tout. Et puis le concept est très intéressant et il y a vraiment moyen de le creuser encore plus en fait. Et je pense que dans le futur, ça serait bien de le creuser encore plus. Du coup, est-ce que ça signifie qu'on devrait s'attendre à un redémarrage de cet institut, au court ou moyen terme? Ou est-ce que, tu ne comptes ne pas y revenir? Non, ça figure pas dans mes priorités, mais sur un moyen terme, d'ici peut-être voilà, d'ici l'été par exemple, j'aimerais en effet bien le relancer, essayer de l'améliorer en trouvant d'autres concepts, hein. Bien, l'Académie des sciences, ça peut inclure énormément de choses et ça peut parler évidemment de culture, pas au sens de la culture de l'Institut du patrimoine, mais la culture
peut-être au sens des universités, de l'art ou des choses comme ceci. Et il y a eu par le passé des actions très intéressantes. Je me souviens d'une action menée par Paquet sur les différents musées, divers musées qui existaient dans le monde GC, et pourquoi pas reprendre des choses comme ceci, ou arriver à faire une super université mondiale qui permettrait de faire un conseil de toutes les universités du monde GC. Bref, il y a énormément de choses à exploiter via cette Académie des sciences. Et donc, pourquoi pas, oui, le relancer. Alors, évidemment, ma condition, moi, ça serait que nous ayons un petit peu plus de possibilités avec le site du monde GC. Bon, avec la réforme du forum, eh bien, peut-être que ça viendra après. On aura peut-être plus de possibilités avec le site, je ne sais pas. Mais voilà, ça serait ma condition pour pouvoir reprendre cette Académie des sciences. À suivre donc. Valamir, tu es aussi le propriétaire d'une chaîne YouTube, Valamir Co, sur laquelle tu fais différents let's play sur plein de jeux. Il y a notamment Cities XL, Cities XXL. On a vu aussi une série sur Mini Metro, une autre sur Minecraft. Vraiment, ton activité est très diversifiée et tu as donc beaucoup de séries. Si tu devais comme ça nous les présenter rapidement en essayant de les raccourcir à une phrase. Une phrase pour une série, qu'est-ce que ça pourrait donner? Oh là, c'est assez compliqué vu le nombre de séries. Je vais en parler que des Juste le séries qui me principal. tiennent. Ouais, je vais parler surtout des séries qui me tiennent le plus à cœur. Celle que j'ai préférée et celle auquel j'ai pris le plus de plaisir peut-être à faire, euh, sur la ville de Silith. Ça, c'était vraiment une série qui était géniale. Et bon, pour résumer cette série-là, si vous aimez les transports en commun, vous aimerez cette série. J'en parle beaucoup. J'ai beaucoup réfléchi à cette dimension-là lorsque j'ai créé la ville et ça m'a particulièrement passionné. Concernant la ville de Sion, ça, c'est une ville voilà, c'est une ville qui m'a permis vraiment de découvrir Cities Skylines, de tester les possibilités, et que donc du coup maintenant je vais pouvoir les développer sur une autre ville, que voilà, donc notamment Gamaki, où j'essaie d'autres choses. Et pour terminer, une troisième série qui fait assez peu de vues au final, mais que moi j'aime beaucoup, c'est celle de la ville d'Inner City. C'est une toute autre dimension que les villes faites sur les city builders, hein, mais là aussi c'est une création de ville, et là faut architecturer, faut faire l'architecture de tous les bâtiments, et c'est vraiment intéressant aussi en termes d'architecture, et ça permet de voir une autre dimension de la ville, un peu moins perchée depuis un satellite comme on peut voir sur les city builders. On va revenir rapidement sur quelques-unes de ces séries, notamment Gamaki, qui a un concept plutôt novateur, oui, je pense qu'on peut dire ça comme ça, avec une approche beaucoup plus historique sur les politiques de la ville et sur la planification urbaine. D'après toi, qu'apporte de plus ce concept assez inédit en tout cas sur ta chaîne? Ouais. Pour ce qui est des personnes qui voient la vidéo, je pense que c'est quelque chose de complètement différent. Je sais pas si c'est novateur, mais en tout cas, c'est complètement différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. On regarde plus la ville se faire, et selon ma vision à moi, mais selon la vision d'une personne tierce qui serait le maire de cette ville et qui est confronté au problème. Alors, pour relier ça à ce que je fais moi, ça me, enfin, je vois ça au quotidien via mes études, hein, ça a un côté un petit peu pratique aussi, je vois comment ça se passe réellement, et du coup, je peux essayer de faire une sorte d'application à ces vidéos-là. Et d'un autre côté, c'est aussi une manière de réaliser les vidéos qui est complètement différente, hein. Là, je ne suis pas en train de vous montrer la ville en naviguant dessus et en parlant dessus. J'ai un texte derrière qui est écrit et duquel je peux pas trop dévier, et qui me permet d'avoir quand même voilà, cet aspect un petit peu le roleplay qui est vraiment différent des autres vidéos. Tu as aussi lancé une web série, Les Cités Perdues. On sait assez peu de choses sur ce projet assez pharaonique, mais malgré tout, pour toi, quel est ton but à justement essayer à tout Alors prix déjà, pour quasiment de faire revenir cette web? sur la série Les Cités Perdues telle que vous la connaissez sur la chaîne, c'est actuellement 4 épisodes, du 0 au 3. Ouais, bon, c'est un petit peu original, je sais, on commence à 0, mais voilà. Euh, Pourquoi elle n'a pas continué depuis à peu près 7 mois? C'est juste une raison technique.
je n'ai pas les moyens, les techniques pour réaliser ce que je veux réaliser. Donc, je ne le réalise pas parce que j'ai pas envie de faire quelque chose qui ne me plaît pas. Quand on fait des vidéos sur YouTube ou n'importe où, la règle, c'est faire ce qui nous plaît. Enfin, ma règle, moi, c'est faire ce qui me plaît. Donc, je ne fais pas si ça me plaît pas. Le projet qu'il y a derrière, c'est un projet qui est beaucoup plus ambitieux. À la base des Cités Perdues, je voulais faire une grosse web série mêlant plein de jeux différents, mais là encore, je me suis rendu compte que j'avais pas les moyens techniques. Et il y a un troisième projet encore derrière qui est d'écrire une sorte d'histoire qui tiendrait lieu, hein, vous l'avez compris, les Cités Perdues, ça se passe dans le monde GC, qui tiendrait lieu dans le monde GC, et cette histoire est en cours d'écriture, mais ça va prendre là encore beaucoup de temps, comme l'essentiel de mes projets qui prennent des années et des années, à l'image de, je sais pas, des projets comme Biggest City qui ont pris 3-4 ans et qui n'ont jamais vu la fin, en fait. Donc, pour reprendre tout ce que tu viens de dire, les Cités Perdues arriveront véritablement, mais dans un autre format que celui qui a déjà pu nous être présenté. Non, pas tout à fait. Je compte bien essayer de terminer cette première saison, si on veut, des Cités Perdues, une fois que j'aurai les moyens. Donc, ça peut être à une échelle de 1, 2, 3, 4, 5 ans peut-être, je sais pas. J'espère le terminer. Et j'espère peut-être développer cet univers sous une autre forme plus tard. Voilà, pour résumer les idées. Dans ta vidéo de présentation un peu pour la nouvelle année, tu parlais notamment d'une deuxième chaîne YouTube. Alors, est-ce que tu pourrais représenter rapidement un peu ce projet et nous dire un peu où tu en es? Alors, ce projet de deuxième chaîne YouTube, c'est un projet qui est directement en lien avec le monde GC, puisqu'il s'agirait de faire une chaîne spécifique pour présenter la Mandélésie. Moi, je trouve dommage que notre univers, le monde GC, ne soit pas plus connu du grand public, hein. Et je pense que le site du monde GC est un très bon moyen de se faire connaître, mais sous la forme de vidéo, je pense que ça serait encore plus percutant. Et c'est pour ça que je vais essayer, via cette chaîne, de présenter d'abord mon pays, et puis si je vois que ça marche un petit peu, voir avec les autres membres du forum pour présenter, voir si c'est possible pour eux de présenter leur pays aussi, et faire connaître vraiment cet univers. Donc cette deuxième chaîne concernera la Mandélésie essentiellement, l'univers du monde GC aussi, et une première vidéo devrait arriver, je pense, d'ici mars, avril, dans ces eaux-là. Elle est en préparation, ça a un petit peu de temps là aussi, mais ça devrait arriver prochainement. On se souvient que tu avais notamment déjà fait une vidéo de présentation du monde GC et aussi une de la Mandélésie. Qu'est-ce que cette nouvelle chaîne peut apporter de nouveau par rapport à ce que tu as déjà pu faire par le passé? De nouveau, je sais pas, mais moi, ma volonté, c'est de séparer un petit peu cette partie let's play que je fais sur ma première chaîne et puis cet univers un peu plus roleplay que je mets en place donc dans le cadre du monde GC. Ça peut être aussi un moyen pour moi de faire des sortes de journaux télévisés, mais de faire peut-être des annonces par exemple en relation avec les Jeux Olympiques pour Tail, sans être bloqué par l'univers un petit peu de ma première chaîne qui est vraiment axée sur l'univers du jeu, quoi, et pas forcément sur cet univers un peu roleplay qu'est le monde GC. C'est déjà presque la fin de cette interview. Dernière question. Hier est sorti le DLC de City Skylines Snowfall. Est-ce que tu comptes te le procurer? Alors je sais pas, je me suis pas procuré le premier déjà, donc j'aimerais beaucoup me le procurer parce que c'est vrai qu'il a l'air assez sympa. Le peu que j'en ai vu, ça a l'air super sympa. Après, peut-être que je le ferai, mais quand il sera un petit peu moins cher qu'à sa sortie, donc peut-être à moitié prix. Là, j'ai vu qu'il y avait une promo sur le DLC After Dark il y a quelques jours. J'ai raté le coche, mais voilà, j'aurais dû le prendre. Il était à 7 € au lieu de 14, donc ça aurait été intéressant, mais bon, je l'ai pas pris. Mais déjà, ouais, peut-être que je le prendrai, pas tout de suite, mais peut-être que je le prendrai. Donc des villes enneigées sur City Skylines par Valmir, c'est pas pour tout de suite. Non, pas pour tout de suite, non, en effet. C'est déjà la fin de cette seconde édition de la grande interview Polaro TV Le Maletti pour donc les mois de janvier et février. Je vous donne rendez-vous dans presque 2 mois pour le prochain numéro. Merci encore Valmir d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi d'avoir suivi jusqu'au bout cette édition et à bientôt sur Polaro TV.